Résumé de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Chapitre 1. Le condamné compare son présent à son passé pour mettre en valeur le caractère obsessionnel de l'idée de mourir sur la guillotine. Chapitre 2. Il s'agit d'un flashback 6 semaines auparavant, dans lequel le condamné se rappelle le jour de son procès et toute l'agitation des personnes présentes, juges, procureurs, avocats, témoins, foule, etc. Il fait également état de l'effet du verdict fatal sur son état d'âme, comme un coup de massue, et sur le public qui jouit à l'avance du spectacle de son exécution. Chapitre 3. Le condamné semble se résigner. Sa situation d'après ces lectures n'est pas différente de celle des autres. Un jour ou l'autre, alors la mort étale sa présence comme délivrance. Plus de pain noir, plus de cachot, plus de garde chiourme. Chapitre 4. Le transfert des condamnés à Bicêtre, qui est une prison. Autrefois, c'était un hôpital accueillant les soldats infirmes. Chapitre 5. Avant d'être exécuté, le condamné doit attendre 6 ou bien 7 semaines. Chapitre 6. Le condamné présente la raison, ou bien les raisons qui le poussent à écrire un journal de ses souffrances. Chapitre 7. Le condamné remet en question l'idée d'écrire parce qu'il n'y voit pas d'intérêt. Il ne voit pas l'intérêt de sauver des têtes du moment que la sienne tombe. Cette hésitation à écrire est due au désespoir de ne plus jouir du soleil, du champ, des printemps, de la nature et surtout de la liberté. Chapitre 8. La cassation est un recours extraordinaire formé devant la Cour de cassation afin d'annuler un jugement susceptible d'appel. Après avoir fait le compte de tout le temps que prend la procédure des pourvois en cassation, le condamné s'aperçoit qu'il ne lui reste qu'une journée à vivre. Chapitre 9. La famille du condamné est formée de 3 femmes, sa mère de 64 ans qui ne survivra pas après la mort de son fils, sa femme qui mourra sûrement, elle aussi, car elle a déjà une mauvaise santé, plus un esprit faible, et sa fille de 3 ans qui finira par rester seule et orpheline. Chapitre 10. Le cachot du condamné est une petite cellule de 2 mètres carrés, entourée de 4 murailles de pierre. À travers sa petite lucarne de sa prison, le condamné voit les 2 yeux fixés et grands ouverts d'un fonctionnaire de garde. Chapitre 11. Sur le mur de son cachot, il voit des écritures, des dessins, des figures étranges, des noms d'autres condamnés, écrits avec du sang, un crayon ou de la craie. Le dessin qui l'a bouleversé est sans doute celui de l'échafaud crayonné en blanc au coin du mur. Chapitre 12. Dautin a coupé son frère en 2, Poulain a assassiné sa femme, Jean Martin a tué son père d'un coup de pistolet, Casting a emprisonné son ami, Papavoine tué les enfants à coups de couteau sur la tête. Chapitre 13. Le condamné. Le condamné assiste au fermement des forçats. Il s'agit d'enchaîner les prisonniers condamnés aux travaux forcés pour les emmener aux galères. Quand ces forçats voient le condamné, ils lui crient tous bonjour, en lui adressant des paroles cordiales. Se sentant devenir la cible de tous les regards, il veut fuir, mais il ne le peut pas, il s'évanouit. Chapitre 14. Le condamné est à l'infirmerie, il est réveillé par le départ des forçats. Ce spectacle auquel il assiste rend sa situation de condamné à mort préférable à celle des
de ses galériens. Chapitre 15. Le condamné souhaite sa grâce mais ne pense pas l'obtenir car son pourvoi sera rejeté puisque procès était en règle. Alors, puisque son procès était en règle. Et puis il faut qu'il donne l'exemple. Alors, chapitre 16. Quand il était à l'infirmerie, le condamné a entendu la voix douce et fraîche d'une jeune fille de 15 ans qui chantait une chanson en argot, laquelle raconte l'histoire d'un homme qui en a tué un autre, qui a été arrêté et allait être pendu. Elle était à la fois glacée et caressée, glacée par les paroles et caressée par la voix. Mais il est surtout navré, anéanté de constater que la présence pervertit tout, salit tout, flétrit tout. Chapitre 17. Chaque fois qu'il rêve de son évasion, le condamné se trace un itinéraire qui le fait arriver à l'an jumeau en passant par Arcueil. Et chaque fois qu'il arrive à destination, il tombe entre les mains des gendarmes. Chapitre 18. Le guichetier de garde entre dans le cachot du condamné, lui parle avec une gentillesse excessive, ce qui le fait douter que c'est son dernier jour. Chapitre 19. À son tour, le directeur de la prison arrive. Il se montre doux et gentil. Il a même appelé le condamné monsieur. Tous ces égards le persuadent que c'est certainement le jour de son exécution. Chapitre 20. La présentation de la prison par le condamné comme un mélange de béton, de bois et de chair humaine. C'est un tout individuel, mur, porte, gardien qui enferme, cadenas et travail. Chapitre 21. Un prêtre vient rendre visite au condamné à 6 heures du matin pour le préparer à vivre ses dernières heures. Quand il lui demande s'il est préparé, prêt à mourir, le condamné répond qu'il ne l'est pas. Un autre visiteur arrive, un huissier de Paris qui veut l'informer du rejet de son pourvoi, qu'il sera exécuté le jour même en place de grève et qu'il part pour la conciergerie à 7h30 précise. Chapitre 22. Le transfert du condamné de Bessètres à la concierge. Il devient à son tour un spectacle pour le curieux venant voir le transférer. Sur son passage, les passants s'arrêtent pour regarder la voiture et les enfants courent sur ses traces. Chapitre 23. Dans la conciergerie, le condamné rencontre le frioche, un autre condamné à mort, qui va être transféré le jour même à Bicêtre et sera exécuté dans 6 semaines. Le frioche raconte sa vie au condamné, comment, dès l'âge de 9 ans, il a plongé dans le monde des crimes. Son jugement est très court, vu le nombre de crimes qu'il a commis. Avant d'être emmené, il a échangé sa veste avec le condamné. Chapitre 24. Le condamné est en colère. Ce frioche qui lui a pris sa redingote et aurait voulu l'étrangler de ses propres mains, de ses mains. Chapitre 25. Le condamné est transféré dans une cellule à sa demande. Ils lui ont apporté une table, une chaise, un lit et de quoi écrire. Un gendarme ne le quitte plus. Chapitre 26. Le condamné reproche au juré de l'avoir condamné à mort, de le tuer de sang-froid en cérémonie, de priver un père de sa fille et une fille de son père. Chapitre 27. Le condamné est obsédé par la guillotine. Chapitre 28. Un flashback encore. Le condamné se rappelle avoir entrevu la guillotine, une espèce d'estrade en bois rouge. Chapitre 29. Le condamné se révolte contre la peine de mort et préfère les travaux forcés même avec perpétuité et avec le fer rouge. Chapitre 30. Le prêtre se comporte avec charité avec les prisonniers, y compris le condamné, qui se sent réconforté.
Chapitre 31, ou bien 31, pardon. Une espèce d'architecte arrive et prend les mesures de la cellule. Il informe le condamné que la prison sera bientôt restaurée. Chapitre 32, le condamné, ou bien le gendarme, pardon, qui garde le condamné est remplacé par un autre stupide et crédule. Le condamné lui a promis de lui donner 4 numéros gagnants de la loterie à condition qu'il échange leurs vêtements, mais le gendarme refuse car si le condamné ne meurt pas, il ne pourra pas lui donner les bons numéros. Chapitre 33, Pepa est la petite espagnole avec qui il jouait et causait et avec qui il a grandi et c'est la fille qu'il aimait tendrement. Chapitre 34, en renvoyant son crime, le condamné veut se repentir, mais sa condamnation à mort et son exécution l'empêche de penser à l'autre chose, ou bien autre chose. Chapitre 35, le condamné s'imagine les gens et les hommes libres, causer, lire le journal, rire, ils sont vivants et libres. Le condamné se souvient de son enfance, voilà. Il se revoit tout en haut de tout en haut de la cathédrale de notre Paris, ou bien de Notre-Dame, pardon. Il a failli tomber à cause du bruit de la cloche. Chapitre 37, l'hôtel de la ville est caractérisé par son aspect sinistre, sombre. Il est vieux et noir. Chapitre 38, il reste 2h45 à vivre au condamné. Chapitre 39, s'il est vrai que condamné, ou bien que le condamné ne souffre pas au moment même où on lui coupe la tête, comment doit-on qualifier les 6 semaines d'agonie et le râle de tous les jours? Chapitre 40, le condamné pense au roi car il est la seule personne capable de lui faire le don de la vie. Chapitre 41, le condamné pense se retrouver en enfer. Chapitre 42, le condamné rêve d'une vieille dame venue de nulle part. Il se réveille en sursaut et trouve le prêtre assis au pied de son lit en train de prier. Il informe que sa fille est venue le voir et qu'il l'attend dans la pièce voisine. Chapitre 43, le condamné rencontre sa petite Marie. Il la prend dans ses bras, mais il ne le reconnaît pas car on lui a dit que son papa était mort, ce qui met le condamné au comble du désespoir. Chapitre 44, le condamné a 1 heure pour s'habituer à la mort qui l'attend et à la foule qui vient voir son exécution. Chapitre 45, le condamné s'imagine ce peuple qui vient de voir rire de plaisir. Chapitre 46, le condamné demande s'il lui reste le temps d'écrire quelques petites pages pour sa petite fille. Chapitre 47, il s'agit d'une note de l'éditeur qui informe que le condamné n'a pas eu le temps d'écrire son histoire. Chapitre 48, le bourreau et 2 de ses valets vient faire la toilette du condamné. Il lui coupe les cheveux, le col de sa chemise. Il lui attache les mains derrière le dos. Ensuite, il a été transféré dans une chambre de l'hôtel de ville. Chapitre 49, c'est le dernier. Alors, le condamné au comble des espoirs demande sa grâce au premier venu. Il veut absolument qu'on lui laisse 5 minutes encore pour qu'un miracle se produise, mais les 4 heures, on vient le chercher. Merci pour votre attention. Portez-vous bien, abonnez-vous et à la prochaine.